Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire Make the Grade autour d'un sujet extrêmement important, celui de la migration CRM, sur notre technologie préférée, à savoir HubSpot. Donc aujourd'hui, je vais être accompagné de mes collègues de tous les jours, donc Clara et Antoine. Salut, comment ça va? Moi, ça va super. Et toi? Ouais, super, et toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis ravi de faire ce webinaire à vos côtés. On va parler de comment migrer efficacement d'un CRM existant vers HubSpot. Donc, on sera trois pour ce sujet extrêmement stratégique, important. On va commencer par se présenter. Clara, honneur aux dames, tu peux y aller. Parfait. Du coup, bonjour à tous. De mon côté, c'est Clara. Donc, je suis consultante CRM et RevOps chez Make the Grade. Et mon rôle au quotidien, ça va être d'accompagner les entreprises dans la mise en place d'HubSpot. Donc, ça va vraiment correspondre à tous les sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. Vraiment, implémentation du CRM avec le cahier des charges, les migrations, les imports, etc. Et donc, plutôt sur des entreprises B2B avec un gros accent sur les verticales, notamment liées à l'éducation. Ça marche. Merci pour cette intro, Clara. Parfait. Antoine? Et moi, donc, Antoine, CTO et associé chez Make the Grade. Ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans que j'ai rejoint l'aventure. Donc, je suis passionné de tech, de marketing et de CRM. Donc, le job me convient très bien. Je bosse au quotidien sur des sujets de synchronisation, mais aussi website. Donc, avec toute l'équipe dev de l'agence. Et puis, je travaille beaucoup sur des synchronisations dans le domaine de l'éducation, retail et RH aussi. Donc, c'est mes cœurs de métier au sein de l'agence. Merci Antoine. Et puis quant à moi, donc je suis l'associé de Antoine. On est trois associés chez Make the Grade. Il y a aussi Justin, mon frère. Donc chacun ses spécialités. La mienne, c'est les opérations. Donc je suis en charge du contrôle livrable de nos projets internes. J'ai également une casquette de représentation de Make the Grade. C'est pour ça que vous me voyez souvent dans les webinaires ou dans notre podcast la Growth Odyssey. Ça fait 6 ans maintenant que Make the Grade est lancé. Ça fait 8 ans que je travaille sur HubSpot. Et on a un point commun tous les trois, c'est qu'on a vu l'évolution fulgurante de la technologie ces dernières années. Donc voilà, c'est vraiment passionnant à suivre. Il y a encore plein d'évolutions à arriver, notamment avec l'IA, le rachat de Clearbit, etc., etc. Donc on va pouvoir vous dévoiler une partie de notre passion aujourd'hui. Alors, Make the Grade, un petit mot sur qui on est et ce que l'on fait. On est une agence de conseil en stratégie digitale, comme Clara l'a dit, spécialisée dans l'accompagnement des entreprises B2B. Donc, notre mission, c'est faire de l'acquisition de nouveaux clients pour elles, mais aussi de développer les revenus sur la base de clients existants. Et nous avons 3 domaines d'expertise pour le faire. Un premier domaine d'expertise qui est le web design. Donc, on réfléchit et on conçoit des sites internet de conversion. Pour nous, ça doit être le premier apporteur d'affaires des entreprises. Une deuxième expertise qui est sur une expertise d'acquisition marketing. Sur ces supports de conversion, on va attirer des audiences cibles, donc les femmes et les hommes avec qui on veut et on peut travailler. On va les transformer en contact, on va enrichir la donnée, on va les éduquer et on va les rendre acheteurs des produits et services de nos clients. Et notre dernier métier, c'est celui qu'on va voir en profondeur aujourd'hui. C'est un métier de développement des revenus en partant de la donnée. Donc, ça va passer par l'intégration de CRM et la gestion de la data. Ça va passer par la formation des équipes pour adopter les bons usages. Et donc, on le fait avec une technologie spécifique sur laquelle on est expert, qui est HubSpot. Et on est devenu partenaire élite de HubSpot récemment. Donc voilà, on rejoint la crème de la crème au niveau monde. Et on continue de déployer notre passion et d'accompagner nos clients sur ce trend-là tous les jours. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à comment on peut aller sur HubSpot avec efficacité. Donc, on va vraiment passer ça à travers 5 points. On n'a pas lésiné, vous allez le voir, sur les conseils, sur la transparence, sur la technicité. Voilà, on va vraiment lâcher les chevaux avec Clara et Antoine. Dans un premier temps, on va introduire le sujet pour expliquer pourquoi migrer vers HubSpot. Ah oui, si je suis déjà sur un CRM, pourquoi je dois en changer? Et puis, pourquoi HubSpot? Parce qu'une technologie CRM, il y en a toute une ribambelle sur le marché. On ira ensuite s'intéresser à la préparation de la migration, donc à travers 5 conseils, 5 étapes. Une fois que la migration elle est bien préparée, on ira s'intéresser à l'opérationnel pour y aller. Donc là aussi, c'est en 5 étapes. Donc, qu'est-ce que vous devez prévoir, faire, anticiper, mener?
Et enfin, c'est pas parce que la migration elle est faite que le projet se stoppe. Au contraire, le match il commence là et on va s'intéresser à toutes les actions que vous devez entreprendre post-migration pour assurer la réussite de ce projet-là et assurer la conduite du changement. Donc, on reviendra sur cette notion aussi, donc à savoir comment les talents de votre entreprise, qu'importe leur fonction métier aujourd'hui, leur rôle, puissent embarquer sur cette technologie-là avec le moins de douleur possible et le plus d'efficacité au rendez-vous. Et on terminera avec une synthèse. À ce moment-là, nous aurons Paul, qui est growth marketer chez nous, qui nous rejoindra sur scène et il viendra nous poser vos questions. Donc, à tout moment, n'hésitez pas à les poser dans la section chat et on se fera un plaisir d'y répondre à la fin. Donc, voilà le menu. Clara, Antoine, vous êtes chaud? Chaud. Ouais. Alors, on va commencer par le commencement. Pourquoi migrer vers HubSpot? Alors, on a commencé par vous remettre le top 5 des peines rencontrées. Donc ça, ce n'est pas les peines que nous, on indique chez Make the Grade. C'est vraiment dans les projets qu'on accompagne, en avant-vente, dans notre réseau avec les CEO avec lesquels on échange, mais aussi les responsables marketing, les responsables commerciaux. C'est les peines qu'ils rencontrent. Donc la première peine, elle est dans l'adoption de l'outil actuel. Donc les CRM, s'ils sont mal utilisés, ça veut dire que la donnée n'est pas bonne. Donc on ne peut pas faire de passe de relais entre les équipes marketing et de vente, par exemple. On va être dans une situation plus compliquée si on veut faire des actions de prospection sortantes, des campagnes. Donc voilà, la première peine, c'est la donnée. La deuxième peine, c'est la décentralisation. Donc ça, je vais en parler juste après. Aujourd'hui, on vit dans un monde incroyable où, en fonction de ce que l'on souhaite faire, en une recherche Google, on trouve les outils par rapport à ça. Et ça entraîne, sans qu'on le voit, de la dette technique au niveau de la donnée. Ça entraîne aussi pas mal de coûts cachés. Donc voilà, on crée des silos via son écosystème d'outils. La troisième peine, c'est le désalignement. Donc j'en parlais juste avant. C'est sûr que si la donnée apportée par les marketeurs ou enrichie au quotidien par les commerciaux n'est pas bonne, n'est pas optimisée, si les champs sont mal complétés dans votre CRM, si les formulaires sont pas bien paramétrés, etc., on va se galérer tout simplement pour être efficace dans nos métiers respectifs, aussi bien pour l'acquisition que pour l'activation de nouveaux clients, la reconduction d'affaires, mais aussi la fidélisation. Et puis, c'est l'addition de toutes ces peines-là, finalement, qui font qu'un CRM, ça coûte hyper cher à maintenir. Ça coûte hyper cher parce que dès qu'on va vouloir bouger la moindre chose, la moindre automatisation, dès qu'on va vouloir ajouter une nouvelle pile technologique, dès qu'on va vouloir embarquer des nouvelles personnes, ça va devenir complexe. Et en fait, cette lenteur dans la structure au global va faire que on va avoir énormément de coûts à l'arrivée. Et puis, ça peut jouer sur la masse salariale, ça peut jouer surtout dans des marchés comme actuellement qui sont assez tendus, où les cycles de vente sont longs, les multidécideurs de plus en plus nombreux, ça peut jouer sur la pérennité, la rentabilité de l'entreprise. Et puis, il y a également le fait que le CRM actuel, il a fait son temps. On peut être sur des CRM où ça nous allait quand on était en phase de TPE ou quand on était en phase d'amorce sur les sujets de la donnée. Mais arrivé maintenant, on a envie de passer dans la ligue supérieure parce qu'il nous faut plus de finesse dans l'attribution des opportunités, parce qu'il nous faut plus de justesse dans la lecture de nos données. Et en fait, on se rend compte qu'il faut upgrader, il faut évoluer. Donc, à ce moment-là, on se pose la question de si, par exemple, je suis sur un Pipedrive, si, par exemple, je suis sur un Celsi, pour citer quelques noms d'écuries, comment je fais pour aller attaquer le niveau supérieur, par quoi je commence et surtout, quelles sont les technologies qui peuvent prétendre à ce niveau d'ambition. Donc, tout ça, toutes ces peines, aujourd'hui, c'est ce qu'on va aller chercher à résoudre et on va vous expliquer comment le faire à travers HubSpot. Un petit point. Pour compléter aussi, Simon, il y a des problèmes de temps. Tu le cites là avec l'efficacité opérationnelle. En effet, si tu as un CRM qui n'est pas automatisé, où la donnée doit être entrée manuellement, tes équipes elles vont vite perdre du temps à faire ces actions sans valeur ajoutée. Et du coup, forcément, ça coûte à la fin sur la productivité et sur l'efficacité opérationnelle. Donc, il y a ces peines-là aussi qui sont remontées assez fréquemment. Ouais, tu as tout à fait raison. Et puis, tu fais la bonne transition avec cette slide-là. Aujourd'hui, le phénomène qui se passe en entreprise, c'est que tout le monde veut bien faire. Donc, on va avoir traditionnellement différents corps de métier en interne, l'équipe marketing, l'équipe commerciale et l'équipe service client.
chacune de ces équipes, par nature et par définition, a ses propres objectifs. Le marketing veut générer des leads, les commerciaux veulent générer du chiffre d'affaires et de la valeur, et le service client veulent fidéliser, jouer sur les ventes additionnelles, les ventes croisées, etc. Et dans ces équipes-là, il y a aussi l'organigramme qui va avec notamment le management. Et le management, puisqu'il veut bien fédérer ses équipes, parce que il a une certaine pression aussi, il a des objectifs à accomplir, il va chercher à les résoudre. Et puis, les managers, dans leur quotidien, sont amenés à sélectionner un écosystème d'outils pour atteindre ça. Et c'est ce que je disais, aujourd'hui, le monde, il est super bien fait. Donc, si vous voulez un outil pour faire l'automatisation, pour faire votre outbound et votre prospection, vous googlez et vous en avez une dizaine. Si vous avez besoin de faire une enquête de satisfaction, vous googlez, vous avez une dizaine d'outils pour le faire. Si vous avez besoin d'un outil d'emailing automatisé, même chose. Donc, en fait, chaque équipe va, indépendamment des unes des autres, compléter, étoffer sa stack technologique au fil de l'eau et sans concerter les autres équipes et sans regarder si la sélection des outils qui est faite est cohérente pour la structure globale. Et le lien de tout ça, ça doit être justement le CRM. C'est toute nouvelle pile technologique qu'on va vouloir rajouter doit générer de la donnée qui s'imbrique bien dans l'existant et qui va pouvoir nourrir les efforts des autres équipes. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez mal fait et c'est de là que naissent de nombreux silos entre les équipes. Donc, notre but aujourd'hui, ça va être aussi d'expliquer comment piloter ça, maîtriser ça pour éviter d'avoir en bout de ligne de la dette technologique, des coûts énormes en termes de licence. Donc, on va parler de rationalisation. Est-ce que cette introduction vous va, Clara? Toi aussi, c'est bon? Yes. Oui, très complet jusque-là. Après, HubSpot fait beaucoup de choses. En effet, tu l'as cité, sales, market, service. Mais forcément, vous avez des process métiers, business, qui des fois sont en dehors de ça. Admettons, on prend un site e-commerce qui va gérer des commandes, la gestion de stock, etc. Tout ça, HubSpot ne le fait pas. C'est pas un ERP. Et donc, des fois, il y a des sujets où il faut justement relier son ERP à HubSpot pour en effet avoir les bons indicateurs et les bons dashboards ensuite pour piloter l'activité. Ouais, bonne info également. Donc pour faire le lien avec ça, en quoi HubSpot aujourd'hui est une bonne solution quand vous êtes dans cette situation de vouloir centraliser les données, les équipes, les coûts? Parce que déjà, c'est une plateforme 360. On rappelle HubSpot comment c'est architecturé. C'est organisé en hub. Un hub, c'est une famille de fonctionnalités pour un corps de métier spécifique. Exemple, hub sales pour les équipes commerciales, le hub marketing pour les équipes d'acquisition, etc., etc. Donc aujourd'hui, la solution, elle est tellement aboutie qu'il existe une famille de fonctionnalités et de produits pour chaque corps de métier essentiel à l'entreprise. Le CRM est également hyper intuitif, hyper ergonomique à utiliser. On va garder la même disposition d'une équipe à une autre. Donc, dans l'entreprise, on va garder beaucoup d'agilité et ça aussi, ça fait gagner du temps au quotidien et donc de l'argent. HubSpot a beaucoup évolué aussi sur sa capacité à pouvoir être personnalisé. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter d'acheter la plateforme CRM et puis d'utiliser l'existant. Si on veut le pousser pour le personnaliser par rapport à notre spécificité métier, on va pouvoir le faire. Qu'importe la taille de l'entreprise, qu'importe votre verticale, qu'importe votre style de prospection, si vous ciblez du grand compte, si vous faites plutôt une généralisation de votre marché avec une approche inbound. Donc tout ça, vous allez pouvoir le faire. D'ailleurs, on le parlera quand on va rentrer dans le détail technique de la migration. On pourrait par exemple citer la notion de objet personnalisé, etc. La plateforme HubSpot, aujourd'hui, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires. Ils recyclent 40% de ce chiffre d'affaires-là dans leur évolution outils, donc vraiment pour l'aspect innovation. Donc vous faites le calcul, c'est colossal et c'est pour ça qu'il y a des milliers d'évolutions de produits à l'année. Et faut savoir le traduire, faut savoir l'utiliser. Mais en tout cas, quand on sait le faire, et on a l'utilité aussi pour ça chez Make the Grade d'ailleurs, on va encore plus loin dans l'usage de l'outil et ça au service de la rentabilité de notre structure. Et puis, on a parlé beaucoup de personnalisation, mais il y a aussi une marketplace d'intégration native sur HubSpot. Donc,
Là, ça remplace ce que je disais juste avant. Vous oubliez la recherche Google pour savoir si potentiellement l'outil que vous voulez installer va s'implémenter dans votre écosystème actuel. Vous avez directement, depuis la plateforme, accès à ces ressources-là. Certaines intégrations sont gratuites, d'autres sont payantes, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez aujourd'hui et vous n'aurez pas la dette technique qui va avec. Il y a juste à cliquer, à commander et puis c'est installé, on y va. Est-ce que vous voyez d'autres avantages pour finir cette introduction, Clara et Antoine, sur la techno HubSpot? Un des avantages qui va vraiment être important aussi, c'est le fait de pouvoir automatiser les actions. Ça va vraiment avoir un enjeu pour pouvoir faire gagner du temps à vos équipes. Et donc, ça fait un reflet de tout ce qui est paramétrage et également évolution produit. Il y a des choses qui sont mises en place, des nouveautés qui arrivent au fil du temps sur HubSpot pour pouvoir trouver les meilleures solutions pour augmenter la productivité des équipes et leur faire gagner du temps. Exactement, donc les automatisations disponibles à partir des versions professionnelles. Allez, sans transition, on va s'intéresser à la préparation de la migration. Donc, 5 conseils pour y aller. Le premier conseil, c'est d'écouter vos équipes. Et là, je te laisse présenter cette étape-là, vu que tu es une experte dans le sujet, Clara. Explique-nous en quoi ça consiste, l'interview des équipes métiers. Oui, du coup, l'interview des équipes métiers, ça va vraiment être le premier gros jalon qu'on va avoir dans les projets de CRM. Donc, l'objectif, ça va vraiment être de venir interviewer chacune des équipes de notre entreprise, du client du coup qu'on va avoir en face. Donc, on va interviewer les équipes marketing, les équipes vente et également service client. Donc, vraiment sélectionner des champions dans chacune de ces équipes. Et l'objectif de ces temps d'échange va vraiment être de pouvoir comprendre quel rôle ils ont, mais également avec qui ils travaillent, quelles sont les actions qu'ils vont mener au quotidien, déterminer les différents process qu'ils ont actuellement et leur organisation, voir qu'est-ce qui fonctionne, voir également quels sont leurs points de douleur dans ces processus, voir qu'est-ce qui est à optimiser selon eux qu'on pourrait changer et du coup mettre en place sur HubSpot. On va également poser des questions pour découvrir les différentes données et informations qui vont être clés au quotidien. Donc là, ça va vraiment être de savoir quelles sont les données qu'ils ont besoin en avant-vente, par exemple, mais également pour la partie plus service client, pour gérer la satisfaction et le suivi de ces clients. Tout ça dans un objectif d'ensuite pouvoir définir du coup, les propriétés qui vont être à créer sur HubSpot. Donc, vraiment identifier les données clés pour chacune des équipes pour derrière pouvoir le retranscrire sur HubSpot. On va également venir creuser tous les outils, tout l'écosystème d'outils tiers qu'ils peuvent avoir. Comme ça, on va pouvoir identifier ce qui est connectable sur HubSpot via la marketplace d'applications qu'évoquait Simon juste auparavant, ou ce qui n'est pas natif. Et du coup, on va devoir creuser et ajouter du développement avec Antoine notamment. Ce qui est doublon aussi, éventuellement. Et on va... ce qui est remplaçable. Évidemment, ce qui peut être fait sur HubSpot plutôt que d'avoir un autre outil. Exactement, avec un gros focus, comme tu le disais, sur les peines des équipes avant la migration. Le but du jeu de ce changement de technologie, c'est de résorber ça, en fait, de résoudre ça, et qu'il n'y ait que des solutions en bout de course. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a une manne d'informations, on a énormément de données qu'on va aller compléter, bien évidemment. Tu vas nous expliquer ça, Clara, mais qui nous permettent de constituer un cahier des charges. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette étape-là aussi de documentation elle est importante et nous projeter sur son intérêt? Oui, en fait, ça découle logiquement des interviews. Comme on aura identifié tous les éléments qui sont nécessaires pour les équipes, on va pouvoir le retranscrire directement dans un cahier des charges. Donc là, ça va vraiment être une documentation qui va reprendre tous nos conseils afin d'adapter le portail HubSpot, le CRM, au client, à son secteur d'activité, à ses spécificités métiers et aux besoins des équipes. Donc là, on va reprendre tous les processus actuels qui ont été remontés. On va reprendre également les points de douleur pour expliquer comment on peut les optimiser grâce à HubSpot et dans HubSpot, notamment par exemple à travers des automatisations qu'on peut mettre en place. Et au sein du coup de ces documentations, on va retrouver donc le cas d'usage du nouveau CRM, donc notamment avec l'architecture de données qu'on va proposer à travers les différents objets. On va également avoir la politique de gouvernance et l'organigramme cible. Donc là, ça va vraiment être de savoir quels sont les utilisateurs à voir sur HubSpot, quels sont leurs accès pour chacun d'entre eux, les différentes typologies en fonction des métiers de chacun.
On va aussi retrouver tout ce qui est volume et qualité des données à migrer. Là, ça va être dans un souci de préparation du plan de migration. On va indiquer vraiment toutes les données à migrer. Est-ce qu'on a des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets, des activités? Est-ce qu'il y a des objets personnalisés à prévoir pour pouvoir préparer toute cette stratégie de migration derrière? On va aussi reprendre tout ce qui est synchronisation avec les outils tiers qu'on aura identifiés grâce aux interviews et les flux de données entre eux. Petite question, Clara. Pour ceux qui nous regardent, un objet personnalisé, c'est quoi? En fait, sur HubSpot, on va avoir les objets, disons, classiques par défaut proposés sur HubSpot, donc contact, entreprise, transaction pour tout ce qui est opportunité commerciale et ticket pour tout ce qui est suivi client. Et si on a besoin de venir enrichir cette structure, cette architecture de base de données, on peut venir créer des objets personnalisés. Donc, ça va être comme des nouvelles bases de données qui vont se créer au sein d'HubSpot, où on pourra créer des propriétés pour stocker des informations vraiment spécifiques à ces nouveaux objets. C'est pour venir compléter ce qui est déjà proposé par HubSpot et venir personnaliser avec une couche supplémentaire. Et vous avez un exemple à donner, toi et Antoine, sur un objet personnalisé, un client dans l'éducation, par exemple? Ouais, j'ai un exemple, moi, pour une école qui avait une grosse stratégie marketing orientée événements, et il y avait très peu de chiffres, de data qui ressortaient de ces événements, donc très dur de calculer le retour sur investissement de chacun des événements. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un custom object événement et aussi un custom object d'inscription, ce qui permettait en fait de faire le lien entre un contact, son inscription, son événement, et ensuite de pouvoir tracer du coup chacune des inscriptions à un événement, d'avoir aussi du coup les informations de contact qui remontent dans chacune des inscriptions, ce qui permet par exemple d'identifier la typologie d'étudiants, c'était pour des événements dédiés à des étudiants, la typologie d'étudiants, de quelle région ils viennent, de quelle nationalité, etc. Et ensuite de se rendre compte de quels événements sont plus performants, quels événements ensuite amènent à des deals, donc des candidatures pour un master par exemple. Donc ça a apporté vraiment beaucoup de valeur de créer ces custom objects pour tracer et faire du dashboard derrière. Merci Antoine, super complet. Et Clara, sur un cahier des charges fonctionnel, ça prend combien de temps à peu près de faire cet exercice-là? La rédaction du cahier des charges? Bah, entre les interviews, la rédaction, la validation pour pouvoir enchaîner sur les jalons qui suivent. On est sur une période aux alentours d'un mois, en fonction de sous quelle période sont réalisées les interviews et la rédaction, pour ensuite avoir une proposition de V1 de cahier des charges et si besoin d'ajouter et faire quelques retours pour avoir une version finale validée pour pouvoir lancer la suite. Ok. Et en parlant de suite, donc le cahier des charges ne se suffit pas à lui-même parce qu'on parle de données. Donc là, il y a un exercice extrêmement important à réaliser, c'est celui de la cartographie à l'aide de logigrammes. Antoine, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et en quoi c'est crucial de passer par cette étape-là? Ouais. Donc, comme Clara le disait, HubSpot vient avec son modèle de données par défaut, qui sont les transactions, les contacts, les compagnies, les tickets. Mais tout ça, en fait, on va identifier dans les interviews qu'il y a d'autres outils qui sont reliés, qui doivent communiquer avec l'existant. Et donc, du coup, l'idée, c'est de cartographier vraiment tout cet écosystème et de comprendre comment chacun des objets, chacune des tables de données va être associé à un autre. Donc, admettons, on a des contacts sur un ERP, il faut qu'il soit synchronisé avec les contacts de HubSpot. C'est là qu'on va le voir schématiquement et le comprendre. Donc, ça permet d'avoir vraiment un coup d'œil, se dire, OK, le modèle de données, il sera comme ça demain. Et ça permet vraiment d'identifier comment les flux vont être programmés, dans quel sens ils vont être programmés. Est-ce que c'est unidirectionnel, seulement de HubSpot vers l'ERP, ou est-ce que c'est bidirectionnel? Dès qu'on a une modification dans l'un des systèmes, on doit la retrouver dans l'autre. Donc c'est tout ça à identifier. Donc, à partir des interviews, des process métiers, de ce qui est important ou non pour les équipes, qu'on va pouvoir générer ce diagramme, ce logigramme. Et voilà.
Donc, oui, c'est un peu Ouais, tout. pour te compléter, on utilise FigJam chez Ouais. Make the Grade comme logiciel pour donner le vie à ces logigrammes et les designer. Très, très complet, très clair, Antoine, merci. Donc, une fois qu'on a les logigrammes, une fois qu'on a le cahier des charges, on va aussi s'intéresser à l'humain, ce qui est hyper important, essentiel. Chaque entreprise aujourd'hui a son propre organigramme en fonction de sa croissance. Qui dit organigramme dit équipe, ok, ça c'est clair, mais dit aussi management, dit aussi exécutif, direction, et on doit retrouver cette hiérarchie-là dans les droits du CRM. Donc dans HubSpot, on peut personnaliser tout ça. Là aussi, Clara, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes bonnes pratiques et comment toi tu prends à bras le corps ce sujet? Ouais, du coup, la première étape, ça va être de réellement faire un schéma qui va reprendre sous forme d'organigramme l'ensemble des personnes, l'ensemble des utilisateurs qui vont être ajoutés sur HubSpot. Et à partir de ce schéma, on va pouvoir définir les différentes typologies d'utilisateurs qu'on va avoir. Par exemple, on aura un responsable marketing, on aura les marketeurs, de même on aura un responsable commercial et les commerciaux, et ainsi que les équipes du coup, et la hiérarchie et les rapports entre elles. Et à partir de là, on va pouvoir définir les accès pour chacune de ces typologies. Donc là, ça va vraiment être de définir qui peut faire quoi, qui peut voir quoi également. Et donc, par exemple, un responsable marketing n'aura pas les mêmes accès, les mêmes fonctionnalités qu'un responsable commercial. Le responsable marketing pourra notamment accéder à tout ce qui est page de site web, aux réseaux sociaux, alors qu'un responsable commercial, lui, aura des fonctionnalités complémentaires telles que le tunnel de vente. Donc là, ça va vraiment être de définir quelles sont les fonctionnalités pour chacune de ces typologies d'utilisateurs et le retranscrire derrière dans la création des utilisateurs sur HubSpot. Ouais, ça, c'est vraiment pas gadget, hein. Là, on prend la parole sur comment migrer vers HubSpot depuis un CRM existant, mais on est énormément sollicité aussi par des nouveaux clients qui sont déjà utilisateurs de HubSpot et qui ont un héritage d'une intégration d'une ancienne migration qui est en décalage par rapport à leurs attentes et où ces droits-là n'avaient pas été bien réalisés. Ce qui fait que très souvent, ce que l'on voit, c'est que c'est un peu la foire à la saucisse, c'est-à-dire que tout le monde peut créer ses propriétés à gauche, à droite, de contacts, entreprises, etc. Pour peu que vous ayez plusieurs équipes commerciales, pour peu que vous soyez présent dans plusieurs pays, et vous vous retrouvez avec des doublons de données. Je crois que le record qu'on a vu, c'est un quintuplon. C'est-à-dire, c'était la même donnée finalement, mais en différentes langues, etc. Et puis, elles étaient plus ou moins bien complétées à gauche et à droite. Et ben, quand vous avez cette base-là pour votre CRM, bonne chance, bon courage. Vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose avec la data, quoi. Donc, cet exercice-là permet, par exemple, d'éviter cette peine. Merci, merci Clara. Et le dernier tips, donc si on doit synthétiser une phase de pré-migration, voici vraiment ce que vous devez entreprendre de votre côté. Donc, on le rappelle, interviewez directement vos équipes, les utilisateurs finaux, leurs managers, tous ceux qui animeront et seront dans l'utilisation quotidienne du futur CRM. Matérialiser les flux de données à travers un logigramme. Donc, comme l'a dit Antoine, depuis HubSpot vers votre écosystème d'outils, ERP, autres logiciels SaaS que vous utilisez, etc., etc. Créer un dictionnaire des propriétés. Donc ça, c'est vraiment une ressource où on parle plus de CRM management. Mais voilà, une propriété, pour qu'elle soit bien utilisée, il faut qu'elle soit bien réfléchie, il faut qu'elle soit bien expliquée, restituée. Et donc, c'est ce qui va faire que, à travers cette ressource-là, demain, vos commerciaux et toutes les personnes qui sont amenées à enrichir vos données le feront de la bonne manière. Donc, vous aurez des meilleurs taux de complétion de données. L'organigramme des droits utilisateurs, on vient de l'évoquer. Le détail des pré-réglages HubSpot, donc c'est ce qui va avec l'organigramme. Donc, une fois que vous avez votre organigramme qui fait quoi dans l'entreprise, vous allez devoir dire qui peut faire quoi dans la solution parmi ces différents postes et jobs-là. Exemple, à un marketeur, il ne faudra pas lui donner accès à une séquence de prospection. Déjà, ça va vous coûter trop cher en licence de siège sales, mais en plus de ça, ça n'a pas de sens. Et puis enfin, le cahier des charges global, donc qui restitue toutes les préconisations suite aux interviews et ça va permettre d'identifier les objets personnalisés qui sont à créer, les propriétés des objets existants qui sont à créer, le tunnel de vente, le tunnel de ticket, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Une fois qu'on a tout ça, c'est là et seulement là qu'on a la feuille de match pour s'attaquer réellement et opérationnellement à la migration. Donc là aussi, on a fait simple. On vous a expliqué en 5 étapes
comment entreprendre ce jalon important. C'est pas encore ici qu'on fait monter les équipes sur la solution, c'est dans le jalon d'après. Pour autant, on va fonctionner avec une équipe dédiée à ce projet-là. Il faut vraiment qu'il y ait un porte-fort, une escouade qui entremêle des personnes au management chez vous et qui ont aussi une partie des utilisateurs finaux, donc des champions. Et une fois que vous avez cette équipe-là qui est constituée, vous allez pouvoir commencer par la réalisation d'un plan d'importation. Donc là, Clara, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un plan d'importation? Quel est ce process? Oui, du coup, le plan d'importation, ça va correspondre à la stratégie opérationnelle pour assurer le succès de la migration, du transfert de données depuis l'outil historique vers HubSpot. Ça va nous permettre d'éviter les doublons, les mauvaises associations entre les objets, par exemple entre les contacts et les entreprises ou les entreprises et les transactions. Et ça va vraiment reprendre tout ce qui est à faire pour cet import. Donc déjà, l'ordre qui sera à faire, par exemple, on importe d'abord les contacts, les entreprises, les transactions suivies des activités. Et on va également définir donc, les identifiants uniques, toutes les données qui sont importées. On va vraiment tout reprendre par écrit pour pouvoir le valider par la suite. Et ça va également permettre de définir les différentes sources d'origine qui sont à prendre en compte. Antoine va pouvoir détailler. Ouais, il peut y avoir plusieurs sources. Votre ancien CRM, forcément, aussi l'écosystème outils et les différentes données qui sont à l'intérieur. Ça peut être des ERP, d'autres logiciels marketing, ça peut être plein d'outils différents. Et tout ça, on va le générer soit via des fichiers Excel, donc on va faire des exports, on va créer notre fichier Excel qu'on va réimporter dans HubSpot. Donc il y a une fonctionnalité d'import qui est très simple d'utilisation, qui permet de nous, une fois que le fichier est bien préparé, bien conçu, d'importer facilement la donnée. Par contre, il y a certains objets, certaines données qu'on ne va pas pouvoir intégrer via cet outil. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de passer par les API de Spot qui sont très fournis et très bien conçus, ce qui nous permet, du coup, nous, de passer via du code et de se dire, OK, admettons, les pièces jointes, on ne peut pas les envoyer sur les objets contacts parce que ce n'est pas possible via l'interface. Alors, dans ce cas-là, on va se développer un petit script qui va récupérer les contacts les pièces jointes, à partir d'un fichier Excel et via API, les envoyer directement et le relier au bon contact. Donc là, c'est vraiment un plan où on va se dire, OK, ça, c'est facile d'intégrer nativement avec la solution. Là, il y a un peu de code, il y a un peu de développement custom à prévoir. Donc, on va trouver un script, on va trouver un moyen de le faire. Comme ça, votre CRM, il est prêt avec toutes les infos essentielles pour piloter l'activité demain. Très clair, c'est carré. Et voilà, juste pour reformuler aussi ce que tu viens de dire, Clara, parce que c'est extrêmement important comme astuce. Dans l'import des données brutes, il y a vraiment un ordre dans lequel opérer. Importez toujours vos contacts et entreprises dans un premier temps, et toujours les activités par-dessus dans un second temps. Parce que sinon, vous pouvez vous retrouver avec des données qui n'ont pas tous été migrées efficacement. Une fois qu'on a réalisé ce plan d'importation, on place à l'action. Donc là, cette fois-ci, on fait l'importation réelle et on en profite, vu qu'on est dans le cadre d'une migration, pour optimiser les données avec un nettoyage. Alors, ce nettoyage de printemps, Clara, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi il consiste? Oui, ce nettoyage, il comporte pas mal d'actions. L'idée, c'est vraiment d'importer de la donnée propre et optimisée dans le nouveau CRM. Donc pour ça, on a une petite checklist qui permet de vérifier plusieurs éléments. Donc déjà, le premier élément qui va être le plus important, c'est de vérifier les clés HubSpot. Ça va être vraiment les identifiants uniques qui vont vous permettre d'éviter d'avoir des doublons. Donc ça peut être les identifiants uniques proposés par défaut sur HubSpot, à savoir l'adresse email pour les contacts, le nom de domaine pour les entreprises ou les identifiants des fiches d'information. Ou alors ça peut être des propriétés personnalisées, puisque HubSpot nous permet désormais de créer des propriétés nécessitant une valeur unique. C'est ce qui va correspondre à un identifiant unique. Par exemple, si vous importez d'un logiciel préalable sur lequel vous avez des identifiants, on peut tout à fait les utiliser pour éviter les doublons lors des imports sur HubSpot. Ça va vraiment être l'ID historique qui va nous permettre de retrouver les bons éléments. On va également venir s'assurer que le nom et le prénom sont dans des colonnes spécifiques. Ça, c'est un des prérequis sur HubSpot. On a vraiment une propriété prénom et une nom. Donc, il faut bien que ce soit aussi séparé dans nos fichiers d'import. Donc ça, on va le vérifier. Si ce n'est pas le cas, on va le mettre en place directement au sein des fichiers. On va aussi vérifier l'alignement des valeurs entre les fichiers d'import et les propriétés. Parce qu'en fait, sur HubSpot, on peut avoir des propriétés
de type options, donc des menus déroulants, des choix multiples, des cases d'options, etc. Et pour ça, il faut que les valeurs qu'on a au sein du fichier soient exactement égales aux options qu'on aura dans ces propriétés. Autrement, on va avoir des erreurs qui vont remonter. Et on va également pouvoir s'assurer que les associations contacts, entreprises, transactions, etc. sont bien faites. Et ça va notamment être possible via les identifiants uniques qu'on a vu juste auparavant. Yes. Pour compléter sur les associations, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais c'est quand même important, maintenant, on peut créer des associations customisées, disons, entre les différents objets. À l'époque, il n'y avait qu'une association de base entre, par exemple, contact et compagnie, enfin, contact entreprise, et on était obligé de travailler avec cette association basique. Maintenant, on peut en créer une liste exhaustive où on peut très bien dire que c'est une compagnie primaire, une compagnie secondaire, et on peut créer des labels comme ça qui sont totalement différents, ce qui permet vraiment de calquer vos processus business, encore une fois, et d'y répondre et que ça soit visible d'un clin d'œil pour pouvoir identifier la bonne entreprise en fonction du besoin du commercial, du marketeur qui est sur HubSpot. Ouais. Et on reparlera un peu plus loin du hub opération parce qu'à cette étape-là, il nous aide énormément, surtout d'un point de vue formatage des données. Mais on peut quand même l'utiliser pour l'aspect nettoyage. Et Clara, je sais que c'est quelque chose sur lequel tu avais fait un énorme travail de fond lorsque ce hub était né. Tu peux nous donner un tips ou deux à cette étape-là de nettoyage de ce que tu as l'habitude d'utiliser? Oui, déjà, on peut avoir des choses classiques, par exemple la nomenclature des noms et des prénoms, avoir bien la première lettre en majuscule et ce uniquement la première lettre. Et si on va aller plus loin, on va avoir le formatage des numéros de téléphone. Donc ça va être utile notamment pour les entreprises qui travaillent à l'international. On va pouvoir définir les formats des numéros de téléphone. Par exemple, si le numéro de téléphone commence par un 02, on peut remplacer le 0 et mettre un +33 à la place. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire pour tous les pays. Mais également, si par exemple, parfois on a des numéros de téléphone avec des points, 02, points, etc., enlever les points, les remplacer par des espaces, etc. L'objectif, ça va vraiment être d'avoir un format, une nomenclature commune pour tous les numéros de téléphone, ce qui va faciliter derrière la donnée, mais aussi l'utilisation d'outils tiers type Aircall. Ouais, donc ce qui a beaucoup de sens, surtout quand on veut lancer des nouveaux pays ou qu'on a déjà les équipes externalisées à travers différents marchés. Merci beaucoup, Clara. Donc une fois que tout ça est propre, tout ça est bien préparé, le plan d'importation suit son cours. Là, on passe à la phase d'import, donc le Graal du projet, l'organe. Est-ce que là, tu peux nous expliquer, Clara, aussi, on parlait d'import dans un certain ordre, etc. Le rapport entre les objets, c'est quoi la bonne pratique quand on arrive là avec une donnée propre pour réaliser un import efficace? Ouais, une fois que tous nos fichiers sont prêts, la première étape est vraiment la plus importante, ça va être d'importer tous les objets avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc par les objets, on entend entreprise, contact, transaction, ticket et objets personnalisés s'il y en a. Comme ça, on va vraiment avoir toutes nos bases de données qui vont être prêtes sur HubSpot, on va vraiment avoir l'architecture. Et c'est uniquement après cette étape qu'on va pouvoir importer les activités. Pourquoi? C'est parce qu'on va pouvoir mettre les activités sur les objets. Par exemple, les appels ou les meetings, ça va être sur des fiches contacts, sur des fiches entreprises. Alors que si on les apportait avant, ils seraient un peu dans le vide, on ne saurait pas à quoi ils seraient rattachés. C'est pour ça que c'est vraiment très important de faire ces imports en 2 temps. Et donc dans les activités qui peuvent être importées, on a les appels, les tâches, les meetings, mais également les notes et les emails. Voilà. Yes. Et puis il y a une troisième étape qui n'est pas mentionnée ici, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Si des fois il y a des objets vraiment customisés en fonction de vos business, par exemple, si votre entreprise envoie sur vos transactions une pièce jointe et c'est un fichier PDF qui est votre devis, et ça, du coup, HubSpot ne le permet pas de l'importer nativement, c'est là où on va faire une troisième étape, où on va récupérer ces données et les envoyer via API. Ouais, exactement. Et comme si c'était une mise en ligne de site internet, ne réalisez pas un import la veille d'un week-end. Imaginons, il y a des rapports d'erreur qui s'activent, il y a quelque chose qui n'est pas optimisé. C'est plus compliqué de le faire après coup la semaine qui suit, ou du moins on est obligé de faire ce qu'on appelle un rollback, c'est-à-dire revenir complètement en arrière. C'est plutôt ce qu'il faut éviter.
Donc, faites-les en première partie de semaine. Comme ça, vous avez le temps de recéter tranquillement. Alors, justement, maintenant, dans notre migration, on a bien importé toute la donnée. C'est propre, c'est dedans, c'est fonctionnel. Maintenant, on parlait des logigrammes dans le cahier des charges auparavant avec les flux de données. C'est là qu'on va donner corps et qu'on va créer ces synchronisations-là. Antoine, est-ce que tu peux nous expliquer, nous vulgariser en quoi ça consiste? Ouais. Donc là, en fait, on a notre donnée qui a été importée via des migrations classiques. Mais des fois, votre entreprise vit et vous allez avoir votre donnée qui doit être synchronisée en temps réel, par exemple avec Spot, que les informations de l'ERP remontent dans Spot. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les API et les API de Spot et de votre outil, si possible, pour créer en fait du custom code pour récupérer cette donnée et la mettre à jour automatiquement. Donc, avec le Web Operation, c'est très simple parce qu'on peut coder directement dans les workflows. Donc, les workflows, c'est vraiment l'automatisation au sein de Spot. Donc, si un contact est créé, je fais telle ou telle action, par exemple. Et ben là, on va pouvoir dire si un contact est créé, alors je vais coder un petit bout de code qui va dire j'envoie ce contact dans mon ERP. Et du coup, ça permet très simplement de voir ce qui se passe, d'envoyer la donnée et de centraliser tout ça au sein de Spot. Ce qui permet en fait d'éviter d'avoir un outil externe pour gérer cette partie-là. Dans Spot, vous avez le workflow. Vous pouvez voir les logs du workflow et monitorer et vous dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je ne retrouve pas ce contact dans l'ERP? Vous comprenez la raison et vous vous adaptez. Ce qu'on aime bien faire chez Make the Grade aussi là-dessus, pour avoir un monitoring et un testing un peu meilleur, c'est qu'on crée des propriétés custom sur les contacts, par exemple, qu'on va synchroniser, qui permettent de sauvegarder le statut de la synchronisation. Donc, par exemple, si le contact a été envoyé correctement dans votre ERP, on va dire success. Si à l'inverse, il y a une erreur, on va mettre erreur et on va notifier automatiquement via un workflow, par exemple, moi ou celui qui doit gérer cette synchronisation au sein de votre entreprise. Et comme ça, en une fraction de seconde, on sait qu'il y a eu un problème, on peut intervenir et on en est conscient. Et donc ça, on aime bien faire ça pour pouvoir traquer en temps réel et avoir aussi les informations rapidement. Très clair, Antoine, merci beaucoup. Pour aller apporter le point final de la partie opérationnelle de la migration, je faisais le lien et la métaphore avec la comparaison d'un site internet et de sa mise en ligne. Pour le CRM, ça va être la même chose. Donc, la mise en ligne est faite. Donc, à ce stade-là, on a nos synchronisations qui sont fonctionnelles, qui tournent. On a nos propriétés qui sont OK et qui sont utilisables. Maintenant, on va regarder comment l'ensemble fonctionne. Donc, on parle de recettage CRM à ce moment-là. Clara, tu as l'habitude d'en faire beaucoup, tous les jours. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette étape-là consiste également? Oui, là, l'idée de cette étape, ça va vraiment être de vérifier le succès des imports. Donc, voir si on a eu des erreurs ou non. Si on n'en a pas eu, c'est parfait. Si on en a eu, ça va être de regarder lesquels on a. Et du coup, HubSpot, pour ça, nous propose directement des rapports natifs avec plusieurs types d'erreurs, typologies qui vont être proposées. Donc, les plus communes, ça va être les problèmes de validation. Par exemple, si l'adresse email renseignée ne respecte pas le format d'un email. Là, ça peut être une lettre qui s'y est glissée ou alors il y a vraiment une erreur. Ça peut aussi être lié au format, donc le format de nombre ou de date, si on n'a pas le bon format par rapport à celui qu'on a sélectionné initialement pour l'import, ou celui qu'on a par défaut sur le portail. On peut aussi avoir des problèmes de doublons, si on a plusieurs fois le même identifiant unique, donc que ce soit l'adresse email ou un identifiant personnalisé sur un fichier, HubSpot va nous faire remonter une erreur parce qu'il ne saura pas quelle ligne sélectionner. Donc il n'importera pas la donnée, il ne créera pas la fiche. On peut également aussi avoir des problèmes de validation des options au niveau des énumérations, donc des propriétés. Ça, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir bien les mêmes éléments au sein du fichier que dans les options des propriétés. Donc là, vraiment, HubSpot va nous fournir un fichier des erreurs avec les lignes concernées et à chaque fois, du coup, l'erreur trouvée. Donc, ça va nous permettre de venir vérifier notre import, le nettoyer, l'optimiser et refaire une partie de cet import si besoin. Et uniquement en cas de dernier recours, comme le disait Simon juste avant, on pourrait réaliser un rollback. Donc là, ça va vraiment être annuler l'import réalisé, enlever toutes les données du CRM, le nettoyer et le refaire. Voilà, en sachant que ça, c'est vraiment extrêmement à la marge.
avec tous les checkpoints qu'il y a eu juste avant, on n'est pas amené à le faire. Tu veux compléter, Antoine, sur cette partie de recettage? Non, c'est très clair à ce niveau. Voilà. Donc, pendant qu'on fait tout ça, en parallèle, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le CRM dans le projet. Il va y avoir aussi le déploiement de toutes les automatisations. Donc, dans le cahier des charges initial et grâce aux interviews, toutes les équipes ont demandé les automatisations nécessaires à leur activité. Donc, ça peut aller, je ne sais pas moi, du lead nurturing pour l'équipe marketing à des automatisations plus spécifiques. Donc, on va les mettre en place dans le même jalon. C'est ici aussi qu'on va créer pour toutes les équipes et tous les niveaux dans l'organigramme les tableaux de bord. Donc, si je prends l'exemple de l'équipe commerciale, c'est là où on va mettre en place le tableau de bord dit macroéconomique, donc qui va servir surtout pour la direction et les exécutives, afin de voir comment est la santé de l'activité et de pouvoir prédire les revenus à venir, afin d'anticiper les saisonnalités. Mais on va avoir aussi les tableaux de bord pour chaque représentant, donc pour chaque commerciaux. Donc, si j'ai une équipe de chasseurs avec des SDR, ils vont avoir leur propre modèle de tableau de bord individuel. Si j'ai une équipe de compte exécutif, donc ceux qui vont signer les affaires, je vais avoir d'autres données dans les tableaux de bord. Donc voilà, on va vraiment faire tout ce qui est équipe, tout ce qui est individuel et tout ce qui est métier. J'ai pris l'exemple des commerciaux, mais j'aurais pu prendre l'exemple de l'équipe marketing par exemple. Et c'est ici aussi qu'on va faire en parallèle le paramétrage de toutes les notions d'équipe et de rôle qu'on aura préconfiguré en amont dans le cahier des charges. Donc ça, c'est pas un jalon qui se fait après, c'est vraiment des actions qui se font en même temps et c'est ce qui permet aussi d'avoir des migrations de CRM qui sont assez efficaces et agiles. Là, Antoine et Clara, sur une migration, on va dire, classique, avec un peu de synchronisation, etc., le jalon de la partie opérationnelle, ça prend combien de temps à la louche en moyenne après le cahier des charges? Après le cahier des charges, du coup, ça va dépendre aussi des synchronisations qui sont à mettre en place, mais on est sur une période d'environ 3 mois, le temps de pouvoir bien faire tous les paramétrages, bien pouvoir préparer les fichiers d'import, faire les premiers imports, les valider. On est sur cette durée environ. Et gérer la bonne communication et le bon suivi avec les équipes de l'entreprise, bien évidemment. Ça marche. Et ben justement, c'est le sujet. C'est le sujet de la conduite du changement. Donc la conduite du changement, pour le coup, c'est pas un jalon qui commence après que la migration opérationnelle a été faite. Ça commence dès le premier jour de votre projet de migration, quoi. Donc on va déjà expliquer de quoi il s'agit, parce que c'est vital pour que le projet soit une réussite. Ce qu'il faut savoir, c'est que les migrations CRM, il y en a beaucoup qui peuvent échouer. J'avais vu une statistique, il me semble, sur Up2 qui indiquait que 40% des projets d'intégration CRM allaient au tas. Donc nous, notre mission, c'est que ça ne le soit pas. Et ça arrive au tas. Donc comment on l'explique? En fait, c'est rarement lié à la technologie qu'on va avoir sélectionnée, qu'on va avoir choisie, mais ça relève plutôt de la capacité à avoir managé le projet en tant que personne pour que les fameux jalons qu'on vous a expliqués soient fluides, bien rythmés, efficaces, qu'on n'ait pas d'aller-retour à faire. C'est notre capacité à bien comprendre aussi l'activité de l'entreprise qui va faire ça. Et enfin, c'est notre capacité à bien embarquer les nouvelles personnes qui utilisent la nouvelle technologie pour qu'ils puissent avoir le moins de barrières à l'entrée possible techniquement, que ça s'inscrive vraiment dans leur quotidien de manière fluide et qu'il n'y ait pas de résistance au changement. Vous savez, l'humain est fait comme ça. Dès qu'on apporte un changement, et peut-être que si vous nous regardez, ça vous est déjà arrivé, on y va un petit peu plus à reculons. Donc le rôle de la conduite du changement, c'est d'évincer tout ça. Donc pour une bonne stratégie de conduite du changement, ce qu'il faut faire, c'est instaurer la confiance et l'adhésion des équipes. Donc ça se passe en 2 temps. Premier temps, il faut vraiment que l'équipe qui est sur le projet de migration de CRM, il y ait un leader, quelqu'un qui doit être là pour trancher les décisions quand il y a besoin. Surtout, n'allez pas chercher une équipe avec une sorte de consensus général. Ça ne marche jamais quand, entre guillemets, il faut porter des décisions. Et dans cette équipe-là, il ne faut pas uniquement et que un seul leader et une seule personne. Mettez-y aussi, en fonction des équipes qui seront sur la technologie HubSpot,
un champion. Donc, un champion, c'est un futur utilisateur de la technologie. Donc, si vous avez une dizaine, vingtaine de commerciaux qui doivent aller sur la technologie, mettez-en un ou deux, des personnes qui sont convaincues du choix de la technologie. Peut-être potentiellement, dans une ancienne expérience professionnelle, ils l'ont utilisé, ils ont déjà un bagage avec. Donc, faites monter ces personnes-là directement dans le projet aussi. Ils vont être fédérateurs, ils vont être de bons conseils, ils ont une approche terrain, donc ça se complète super bien avec le management. Pour instaurer la confiance aussi, c'est tenez au courant dans votre entreprise en interne de l'avancée du chantier. Et faites-en des victoires. On vient de finir le cahier des charges, c'est super. Prochaine étape, le plan d'importation. On a fini d'implémenter les données, c'est super. Prochaine étape, la synchronisation. Si vous tenez au courant les personnes en interne, ils vont être plus à même de comprendre où en est le projet. Ils vont pouvoir mieux se préparer au moment où ils vont devoir, eux, entrer en scène. Et enfin, et on va en parler juste là, ça va être l'aspect aussi pour mesurer le succès du changement. C'est-à-dire que dans une migration vers HubSpot, c'est un peu comme si on allait faire une photo de l'avant et si on allait faire une photo de l'après, tout de suite à chaud après la migration. On va tout de suite voir les fameuses peines initiales qu'on avait identifiées dans les interviews qu'on a résolues. Mais on ne va pas s'arrêter là. Il y a aussi le suivi de l'adoption par les équipes et les nouveaux utilisateurs qui vont être à réaliser et on va vous expliquer comment faire. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc justement, pour assurer le succès d'un projet, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir faire. Il y a l'aspect statistique, métrique au niveau de l'hygiène des données et il y a l'aspect humain qui vont être à prendre en compte. Clara, je peux peut-être te laisser parler de l'aspect données au niveau de l'hygiène des données et si tu veux, je prends le relais après sur le côté humain. Oui, tout à fait. Au niveau des données, l'objectif, ça va vraiment être de vérifier qu'on est ISO par rapport à l'outil qui était utilisé auparavant. Que ce soit un ERP ou autre, c'est vraiment vérifier que les équipes ont bien toutes les données qu'elles avaient, tout l'historique aussi qu'elles avaient auparavant. Et donc ça va nous permettre d'être sûr de la bonne adhésion et d'éviter la frustration du coup, des membres par la suite lorsqu'ils passeront sur HubSpot directement. Merci. Et puis pour l'aspect humain, il faut bien avoir en compte que on n'a pas tous la même maturité digitale, on n'a pas tous le même rapport d'affect avec la logique de CRM pour l'utiliser convenablement au quotidien. On n'a pas tous le même métier sur la technologie dans laquelle on embarque. Donc en fait, il faut un suivi personnalisé. Donc chez Make the Grade, on a créé un process par rapport à ça qui est très simple. Ça consiste en fait en réalisant des quiz avec les différentes équipes. Donc, les quiz sont personnalisés par rapport au métier. Et à l'issue de ce quiz-là, complété par rapport à leur usage opérationnel de la technologie, on est capable de donner un score d'assimilation et d'adoption de la nouvelle technologie. Donc, l'idée, c'est de pouvoir identifier ceux qui ont complètement assimilé et bien utilisé cette migration-là pour en faire là aussi des bons exemples et pour qu'ils puissent diffuser les bonnes pratiques au sein de leurs équipes. Ça facilite l'adoption d'un point de vue collectif, mais ça permet aussi éventuellement, ça arrive, c'est OK, c'est humain, on est en phase d'apprentissage, d'identifier ceux qui vont être un petit peu plus en décalage. Donc à ce moment-là, on va préconiser des coachings complémentaires, des formations, pourquoi pas du binomage avec les fameux champions. Et le fait de le faire et le fait d'en faire un sujet pas tabou et un sujet collectif, ça fonctionne. Donc, on a l'habitude de faire compléter ce quiz-là un mois entier ouvré après que les personnes soient montées sur la technologie. Et on fait un deuxième checkpoint à horizon 3 mois. Et ça nous permet vraiment de voir l'évolution et de le matérialiser, de lui donner corps et d'être un petit peu moins au pifomètre. Donc, on vous invite vraiment à utiliser ça. Ce jalon-là, il est très spécifique. Si ça vous intéresse de creuser le sujet, contactez-nous. On vous expliquera notre process plus en détail avec plaisir. Donc, arrivé là, l'humain est sur la technologie. Ça y est, ça fait ses petits. On génère des contacts, on crée des opportunités, on commence à vendre. C'est au top. Donc, si on réalise la synthèse d'une migration sans incro, voici ce que ça donne. Donc, en 6 points. Allez, pas de jaloux. Clara, tu fais les 3 premiers et Antoine, tu fais les 3 derniers. Yes. Du coup, le premier point, ça va être de bien poser le cadre avec le cahier des charges. C'est ce qui va vraiment permettre de s'assurer qu'on a tous les éléments
dès le début, qu'on va pouvoir anticiper tous les paramétrages à faire, tous les besoins qui sont au sein des équipes. Et donc, c'est uniquement une fois la validation de ce cahier des charges obtenu qu'on pourra avancer sur la suite et le moment de l'action opérationnelle. Le deuxième élément, ça va être utiliser ce momentum projet pour nettoyer les données et challenger les processus. Donc, via le cahier des charges, on va pouvoir parler des processus. Et au niveau des données, ça va être notamment dans la partie préparation des imports, où là, on va pouvoir venir optimiser tout ce qui était existant sur les anciens outils pour avoir des données propres, optimisées, que ce soit via du nettoyage en amont ou par la suite, si jamais on a un Operation Hub, pour avoir quelque chose de très qualitatif. Et également, un autre point clé, c'est le fait de nommer une équipe projet interne. Donc maintenant, mêlant et le management et les utilisateurs finaux, donc définir des champions qui vont vraiment être les interlocuteurs qu'on aura au fil du projet, qui vont mener le projet au sein de l'entreprise client pour pouvoir assurer sa bonne réussite. Et pour les 3 derniers points, donc on a mis tester les données après les imports et avant d'inviter l'ensemble des utilisateurs. Oui, comme on l'a précisé sur la phase de recettage CRM, c'est important que tout soit clean quand les utilisateurs arrivent sur la plateforme pour avoir une adhésion directe, dans le sens où toute la donnée est là, on ne va pas avoir de frustration parce qu'il manque telle ou telle information qu'on avait précédemment. Et donc ça, c'est ultra important que tout soit propre pour la phase d'adhésion. Ensuite, il faut former les users tôt. Donc, dès le départ du projet, dès le premier jour, comme Simon l'a dit, donc toujours conseiller les utilisateurs pour que l'équipe adhère au CRM, comprenne les enjeux, comment ça fonctionne et se familiarise dès le départ du projet afin d'être prêt quand on fait la migration, on passe les équipes sur l'outil. Et toujours itérer, que ce soit le process, les outils, le modèle de données. Donc, en effet, une entreprise, ça évolue. On va avoir de nouveaux process, de nouveaux objets des fois. Il faut réfléchir à comment on intègre ça au sein de l'existant, comment on réfléchit pour que ça soit scalable, que ça soit maintenable et que ça soit facile d'utilisation pour tout le monde. Donc, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue et c'est super important pour l'adhésion, encore une fois. Merci à tous les deux pour cette synthèse-là, c'est très complet. Écoutez, on va approcher à la fin de notre sujet sur la migration de CRM vers HubSpot. On va faire monter sur scène notre ami Paul qui va pouvoir nous poser directement vos questions. Bonjour. Salut Paul, ça va? Salut. Très bien, ça va. Modérateur en chef. Eh bien, écoute, on est tout oui. Tu peux nous envoyer les questions, on y répond avec plaisir. Très bien. Alors, j'ai une première question de Jérôme qui nous demande quel est le temps nécessaire pour une migration vers HubSpot avec peu d'existants en termes d'historique des données? Bonne question. Qui veut répondre? Je peux entamer. Du coup, s'il y a très peu d'historique, on va quand même avoir des phases qui seront clés, notamment la phase interview et cahier des charges. Donc, ça restera un des jalons importants. Donc, sur ça, on restera à peu près sur le 1 mois initial. Et derrière, pour la suite, si on est sur une migration avec peu d'historique et sans synchronisation, ça peut être fait assez rapidement. Donc, sur une période, on va dire, d'environ 1 mois, 2 mois, en prenant en compte et les paramétrages et nettoyage et import. Ouais, pour compléter, l'opérationnel peut aller assez vite. Mais ce qu'il ne faut vraiment pas sous-dimensionner, et sincèrement, on le voit quand même assez systématiquement, c'est cet aspect humain avec la conduite du changement. L'outil, quand on maîtrise, ça va vite. Par contre, l'humain, pour faire en sorte qu'il ait les bons usages, le bon état d'esprit, qu'il comprenne la philosophie, qu'il s'imprègne du projet, ça met un petit peu plus de temps à s'infuser. Et c'est vraiment un travail de fond quotidien et de longue haleine. Donc, il ne faut pas se planter là-dessus. D'accord. J'ai une deuxième question de Jean. Pendant la migration, comment on garantit la continuité des opérations et éviter des perturbations dans les processus métiers? Ouais. Antoine, peut-être que tu peux répondre à celle-là? Ouais, généralement, nous, on évite de travailler sur des CRM qui sont en cours d'utilisation. Donc, ce qu'on fait, c'est que Spot a une fonctionnalité qui est très bien, c'est la possibilité de créer des sandbox. Donc, ça permet en fait de créer un environnement de test où on va pouvoir préparer
toutes les données, préparer les propriétés, préparer le modèle de données, faire nos tests dedans, faire les imports aussi à l'intérieur avant de passer en production. Ce qui permet vraiment de ne pas déranger les processus actuels et ensuite de préparer tout ça en amont avant de passer go live, bien sûr, pas un vendredi soir. Ouais, très, très complet. Merci Antoine. Ensuite, j'ai une question suivante. Quels sont les principaux défis techniques auxquels on peut s'attendre lors de la migration vers HubSpot et comment les surmonter efficacement? Eh bien, en regardant le replay de ce webinaire, je pense que si on parle vraiment de l'aspect technique dû à une migration, là où il peut y avoir des subtilités, c'est sur l'aspect synchronisation avec d'autres outils qu'on utilise. Et notamment, et Antoine l'a bien expliqué, sur la notion d'ERP métier. Souvent, ça a été des investissements passés assez lourds. On est dans une logique de rentabilisation sur parfois 10 ans. Donc, on n'a pas envie de tout réinventer la roue ou de gâcher ce travail-là qui a été fait préalablement, quoi. Donc, ça veut dire que le CRM, et en l'occurrence dans notre exemple HubSpot, doit s'adapter en symbiose avec cet existant-là. Donc, la subtilité va être là. Antoine, si tu veux compléter. Ouais. Là où c'est compliqué sur ces projets de synchronisation, c'est quand vraiment c'est des vieux ERP qui sont pas forcément à jour, mais qui sont présents dans vos process. Et des fois, on n'a pas la possibilité technique de se brancher facilement. Donc, par exemple, on va avoir un vieil ERP qui n'a pas d'API. Quand il y a des API, pour nous, c'est très simple en tant que développeur de se synchroniser, d'envoyer la donnée. Tout est prévu et généralement, on le fait assez rapidement. Quand, par exemple, un ERP n'a pas cette possibilité de s'interbrancher facilement, alors là, on est obligé de passer par des fichiers qu'on va récupérer sur des serveurs, etc., pour quand même faire le job. Donc là, ça complexifie un peu plus parce que il y a des discussions techniques à avoir avec les intégrateurs des ERP pour savoir comment on met en place tout ça et comment on le déploie ensuite. Et si vous êtes concerné par un projet de cette ampleur que vous avez en réflexion actuellement, sollicitez-nous. C'est-à-dire que nous, sur notre partie conseil, avant d'aller dans n'importe quel projet, de signer n'importe quelle relation de partenariat entre nous, c'est des choses que l'on fait pour vous, que l'on détecte pour vous. Il y a une notion de gestion des risques. Aujourd'hui, le webinaire qu'on a fait, on a expliqué comment se déroule le projet de A à Z. Une fois que tout ça s'est réalisé, mais il y a un aspect avant-vente finalement qui est crucial et un aspect découverte qui est important qu'on réalise avec vous et pour vous. Ouais, et pour compléter cette partie-là, Simon, des choses qu'on fait aussi assez fréquemment, c'est que de par notre expérience technique sur HubSpot, sur comment la donnée est sauvegardée au sein de Spot, des fois on accompagne les développeurs des entreprises pour justement s'imbriquer. Parce qu'ils ont en fait la capacité opérationnelle de développer la synchronisation, mais ils n'ont pas la compétence et la connaissance des API HubSpot, de comment le modèle de données est fait, etc. Et nous, on fait gagner énormément de temps en arrivant. Bah là, tu peux te brancher comme ça, tu peux te brancher comme ça. En fait, on a un peu la boussole pour les développeurs pour ensuite qu'ils puissent intégrer et développer efficacement l'intégration. D'accord. Il y a justement une question qui pourrait bien rebondir. Dès que la migration elle est terminée, comment on fait pour assurer une bonne qualité des données et maintenir leur intégrité à long terme? On a déjà parlé, je pense qu'il y a le Hub Operation qui permet de faire déjà beaucoup de nettoyage dans le sens où on va mettre nos règles et lui, il va pouvoir nettoyer pour que la donnée respecte ses règles. Et ensuite, c'est beaucoup aussi, on peut faire de l'analyse dans le sens où, admettons, c'est important qu'une propriété soit complétée sur un objet. Admettons le numéro de téléphone sur un contact. On peut très bien vérifier le taux de complétion avec des dashboards et se dire, OK, là, j'ai 50% de taux de complétion, c'est pas normal. Donc, on a des red flags ici qui peuvent être identifiés pour ensuite former les équipes, communiquer autour de ça et résorber les problèmes. Ouais, toujours dans le Hub Operation, il y a la fonctionnalité de Data Quality, qui est vraiment la réponse opérationnelle à la pratique que vient de donner Antoine. Et que ce soit chez nous, quand on accompagne les entreprises, ou les CRM managers des entreprises avec qui on travaille, on se sert vraiment de cette fonctionnalité-là pour voir la réalité de l'hygiène de la donnée, quoi.
Et on part de ces données-là pour se dire, OK, ici, si c'est mal utilisé, il faut comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que la donnée n'est pas connue? Est-ce que c'est parce que la donnée, elle n'est pas pratique, donc du coup, elle n'est pas utilisée? Ou est-ce que parce que la donnée, elle est inutile, tout simplement aussi, quoi. Et ça, il n'y a pas de secret. C'est une démarche continue et il faut aller aussi interroger les utilisateurs finaux. Donc, par exemple, ça pourrait être les commerciaux dans ce que je viens d'évoquer. Merci. Et peut-être enfin une dernière question. Comment vous mesurez le succès d'une migration CRM avec HubSpot? Ben déjà, ça va se passer par comment la capacité aux talents et aux salariés qui utilisent la solution post-migration. Est-ce qu'ils sont à l'aise dans leur quotidien? Est-ce qu'ils retrouvent leurs petits? Si je suis un commercial et que je retrouve pas mes transactions, si je suis un commercial que je retrouve pas mes comptes, là va y avoir un problème. Donc ça, voilà, il y a ce côté recettage là qui est important. Donc quand on retrouve ces petits, c'est que c'est fonctionnel. Mais ça s'arrête pas là. Il y a toujours la dualité avec l'humain. Est-ce que les nouvelles personnes qui étaient par exemple sur un Pipedrive avant, ils vont bien utiliser HubSpot après? Donc là, il y a l'aspect coaching et ça passe par les fameux questionnaires métiers qu'on évoquait à horizon 1 mois, horizon 1 trimestre, qui nous permettent de voir l'assimilation et l'évolution des bonnes pratiques sur le court terme. D'accord. Et il y avait une dernière question dans le chat, je ne sais pas si tu l'as noté, Paul, je me permets. Oui. Pourquoi ne pas avoir créé une transaction égale un événement dans ce cas précis si c'est une ligne de revenus pour l'entreprise? Ça, c'était sur mon exemple pour l'école qui générait, où on avait créé un custom object pour les événements. Pourquoi on avait fait ça? Il y a des process métiers qui étaient un peu spécifiques, mais c'est surtout qu'on devait relier un contact à un événement par un autre objet qu'on a appelé inscription. Parce qu'en fait, on devait générer un QR code et des informations spécifiques à une inscription sur cet objet. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait fait ça, qu'on a créé un événement et une registration, une inscription, pardon, dans ce cas-là. Et c'est aussi d'un point de vue sémantique. C'est un très gros portail avec plein de transactions déjà existantes. Donc, pour des candidatures, pour certains masters, pour d'autres, pour différents types d'études. Et donc, en fait, c'était beaucoup plus simple d'un point de vue sémantique et pour l'adhésion, justement, d'utiliser un objet dédié plutôt que de garder sur l'objet transaction qui aurait pu créer de la confusion. Merci Antoine. Une dernière question pour la route, Paul, ou on a répondu à tout? Alors, je suis en train de regarder. Ouais, il y en a une de Clarisse. Comment impliquer les équipes à bien utiliser HubSpot après la migration? On reste dans le côté conduite du changement. Là, on revient presque à une boucle quasiment management. Donc, il y a plusieurs possibilités. On va partir de la taille de votre entreprise. Si vous êtes une TPE ou si vous êtes une PME, allez, on va dire jusqu'à 100 collaborateurs. Dans ce cas-là, il faut ritualiser. Donc, c'est je suis commercial, j'ai un manager, faites des points 1 vs 1 par semaine. Vous faites 30 minutes ensemble, vous faites une revue de pipe, vous parlez des défis, et puis vous réservez tout le temps 5-10 minutes sur l'aisance opérationnelle, les éventuelles frictions, frustrations existantes et les besoins d'évolution. Parce qu'il ne faut pas se leurrer en fonction de l'évolution de votre entreprise et des personnes qui arrivent et qui partent. Il y aura des tickets en fait qui vont se demander. Un CRM, c'est comme un site internet, il doit évoluer constamment. Et si vous êtes une entreprise de plus d'une centaine de personnes, là, il faut vraiment que cet aspect-là, il soit incarné, quoi. Et le bon corps de métier par rapport à ça, dans un organigramme, c'est le RevOps, donc le revenu opération. Donc, le RevOps, pour rappel, c'est une personne dont la mission va être de fluidifier les bons process, d'utiliser les bons outils, d'apporter la bonne conduite du changement en interne pour que ça joue sur les revenus. Et donc, il y a beaucoup de responsables revenus opération aujourd'hui qui ont une grosse dominante commerciale
Et c'est eux qui vont faire les reviews de pipe avec les commerciaux. C'est eux qui vont, comme ils ont la traduction et la connaissance opérationnelle du CRM, c'est eux qui vont savoir traduire en plan d'action et innover sur le CRM depuis les demandes terrain, quoi. Donc, on a l'organigramme TPE-PME où c'est un petit peu 360 avec le manager. Et on a l'organigramme beaucoup plus structuré avec des équipes. Et là, il y a vraiment une personne à plein temps dédiée à ça qui va osciller entre le responsable commercial et le responsable marketing. Ok, merci. Bon, bah écoutez, super, c'était des super questions. Petite astuce pour approfondir le sujet. La migration, c'est bien. Là, j'aurais presque pu te le mettre dans la réponse, Paul. Si vous voulez approfondir votre connaissance sur l'utilisation du CRM HubSpot, on vous recommande le replay de notre webinaire sur comment dompter le CRM HubSpot avec Pierrick Vignon, donc lead CRM manager chez Agicap. C'était un échange passionnant. On parle de manière encore plus technique de comment utiliser le Hub Operations pour offrir une bonne qualité de la donnée. On a bien évidemment notre offre de conseils en intégration et de migration HubSpot. Si vous êtes concerné par ces projets-là, n'hésitez pas à nous solliciter, ne serait-ce que pour découvrir le projet et qu'on vous oriente vers les meilleures solutions. Encore une fois, on est là pour faire en sorte que ce soit un succès, mais aussi pour rationaliser les coûts pour vos entreprises. Et si jamais la notion d'intelligence artificielle vous intéresse, notamment avec HubSpot, pour le transformer en CRM intelligent, sachez que les premières briques sont posées et c'est déjà possible. Et nous en avons parlé avec François Platard, qui est le responsable chez HubSpot des startups en France. Et voilà, là aussi, c'était bourré de bonnes pratiques. Clara, Antoine, Paul, merci à tous les trois. C'était top. Ouais, Une bonne journée et à bientôt tout le monde. Merci Simon. Merci.